Bienvenue à tous, désolé pour ces quelques minutes d'adaptation, mais vous connaissez ça, dans les locaux c'est toujours difficile d'être au bon endroit au bon moment. Et voilà, on est tous bien là. Bienvenue donc dans l'atelier qui sera davantage consacré à l'enseignement supérieur, avec 3 interventions. Une première intervention par Aurore et Isabelle de l'ULG, qui vont nous parler d'un processus d'évaluation en lien avec les stages. Et puis on aura l'occasion d'entendre Julie et Pascal du LLL de l'UCL qui vont nous parler du portfolio. Et puis Pascalia Papadimitriou qui va nous parler d'un dispositif dans le cadre d'un cours d'évaluation et de co-évaluation à la Cambre, donc dans le domaine artistique. Alors, la manière dont on a prévu de fonctionner, donc on a 2 plages, celle-ci et après la pause du midi. Pour cette première plage, on va donner la parole une quinzaine de minutes à chacun de nos intervenants et on aura un petit temps simplement de clarification. Parce qu'on aura la chance, après la pause, de se retrouver. Et là, on va fonctionner dans une dynamique interactive, à savoir qu'on va proposer 3 tables de discussion autour de chacun des intervenants avec 3 questions qu'on vous donnera en temps utile, mais pour être vraiment dans l'interaction à ce moment-là. Suite à ça, on aura l'occasion alors de redonner la parole à nos 3 intervenants, groupe d'intervenants, lors de la table ronde pour un bref feedback de ce qu'on aura entre guillemets relevé ici, et surtout dans l'idée de répondre et comment impliquer l'étudiant du supérieur dans l'évaluation, puisque c'est bien l'objet de la journée. Voilà, donc je remercie dès à présent mes 3 groupes d'intervenants et je laisse la parole à Isabelle et Aurore pour une quinzaine de minutes. Merci à votre présence, c'est un plaisir d'être devant vous pour parler d'un dispositif qu'on met en place avec des étudiants. Donc très rapidement, c'est entre 300 et 400 étudiants par année qui sont concernés par ce dispositif. Et donc ce sont des futurs étudiants dans le secondaire supérieur, donc l'agrégation. Soit ils sont à la ESS et donc ils ont déjà un master, ils viennent chercher le titre pédagogique, soit c'est la didactique, la finalité didactique dans le master. Et donc on a 18 sections, mais qui reviendra, je pense, j'anticipe. Donc plan de la présentation, voilà ce qu'on vous propose, c'est de revenir sur l'historique de la réflexion et ce qui nous a amené à proposer un dispositif d'évaluation mutuelle. Ma collègue vous présentera le dispositif qui est mis en place depuis 2016 et qui a déjà eu quelques régulations. Ce dispositif a par ailleurs été évalué, et ça je reviendrai dans le cadre historique, et puis on aura après la deuxième partie questionner avec vous du coup un peu tous l'intérêt positif, négatif, comment on peut encore réguler celui-ci, tant pour les élèves que pour notre pratique, nous enseignantes, formation. Donc, peut-être pour resituer même, nous sommes tous les 2 assistantes de formation donc, au CIFEN, qui est l'organisme qui gère l'AESS. À l'Université de Liège, et nous sommes rattachés au cours de didactique générale d'Annick Ragnaud. Donc on n'est pas dans les sections, on n'est pas rattaché à des disciplines en particulier, mais on reste sur le volet général. Donc l'historique de la réflexion, voilà, l'évaluation, c'est un sujet qu'on aborde avec les élèves, avec les étudiants en formation, c'est quelque chose qui nous questionne beaucoup. Et dans le cadre d'une recherche qui a été menée, on s'est questionné finalement la perception que les élèves, les étudiants avaient sur l'évaluation formative, l'évaluation en tant que telle, de façon plus large et puis plus précise. En partant du départ, on sait que leurs conceptions sont surtout liées à leur vécu en tant qu'élèves, et donc voir quand ils arrivent en formation initiale, ils ont leur vécu d'élève comme point de départ sur les connaissances qu'ils ont sur l'évaluation. Donc on est parti de là en leur posant un questionnaire avec questions ouvertes et questions fermées, dont une qui leur demandait de décrire une expérience d'évaluation formative auxquelles ils ont été confrontés dans leur parcours scolaire, donc vraiment partir de leur propre vécu. Ce que cette enquête a mis en avant, c'est que cette expérience, elle est assez limitée en fait, en tout cas pour les étudiants qu'on a rencontrés dans ces écoles. Donc leur perception et leur connaissance de l'évaluation formative est restreinte, c'est-à-dire qu'elle concerne essentiellement tout ce qui concerne l'auto-notation ou la co-notation. Donc c'est intervenir dans une évaluation formative restreinte, comme Walter Tessara en a reparlé à la présentation de
innovant. Donc ça arrive en fin d'apprentissage et on est amené à ce côté. Et donc c'était souvent lié juste à des expériences de ce type-là. Et donc de là on s'est dit, tiens, il y a le volet de la recherche en effet, mais nous dans le volet pédagogique et dans la démarche qu'on propose avec nos étudiants, on avait ce souhait de leur proposer, de leur faire vivre du coup une évaluation formative, partant du principe isomorphique qu'en vivant les choses, on peut parfois beaucoup plus toucher aussi dans une idée de transfert des pratiques. Donc faire vivre une expérience d'évaluation mutuelle à de futurs enseignants. On pourra revenir éventuellement après sur les choix, les contraintes ou des choses comme ça qui nous amènent à faire du mutuel par rapport à tout ce qu'il y a possible. Voilà. Et donc faire évaluer pour former, c'est-à-dire qu'ils ont participé à une évaluation formative en vue de retravailler, de réguler le travail d'évaluation certificative, ma collègue vous présente le dispositif, et cette idée de vivre une expérience et donc pour les former dans une idée de les amener, de les inciter, de leur donner l'envie de transférer dans leur pratique future dans ces Voilà, donc brièvement, quand on a construit cette présentation, on ne peut pas juste présenter ce qu'on a décidé de faire cette année, on doit aussi revenir un peu sur tout le processus qui nous a amené à ce qu'on va proposer cette année. Donc d'abord, précision sur le contexte et le public qu'on vise. Donc nous sommes donc en AESS, l'agrégation d'enseignement secondaire supérieur, ou master à finalité didactique. À l'intérieur de ce master à finalité, enfin de cet AESS, on est dans le cours de didactique générale, donc de pédagogie générale, et par rapport à la pratique qu'on propose aux étudiants en matière d'évaluation mutuelle, on est à l'intérieur de ce cours de didactique générale dans les pratiques réflexives, donc qui viennent dans le deuxième quadrimestre, enfin ils ont normalement déjà eu des stages, et donc c'est des pratiques réflexives liées au stage d'enseignement. On a cette année 20 disciplines différentes, donc on a des groupes qui sont très hétérogènes, on a des latinistes qui côtoient des mathématiciens, qui côtoient des historiens, qui côtoient, donc ils ont un parcours très différent, ils ont donc des didactiques très différentes, ils ont une formation pédagogique très différente en fonction de la didactique dans laquelle ils sont, et nous on a tout ça. Et on doit jongler avec tout ça. On est donc cette année à plus de 250 étudiants et quand on est avec eux en pratique réflexive, on les a en groupe pluridisciplinaire, donc de plus ou moins 25 étudiants. Voilà. Et on tient à ce caractère pluridisciplinaire des groupes, à savoir que quand on leur demande de s'inscrire aux pratiques réflexives, ils ne peuvent pas s'inscrire à plus de 6 ou 7 d'une même discipline dans le groupe, parce que sinon, évidemment, il y a toujours une plage horaire qui convient mieux à toute une section, et donc là, on risquerait de se retrouver avec une seule discipline dans le groupe, ce qu'on ne souhaite pas. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on discute chaque année, de se dire, est-ce que ce ne serait pas plus pertinent peut-être d'avoir des disciplines qui sont plus semblables, mais voilà, ce n'est pas du tout évident de trouver des solutions parce qu'on a des disciplines où ils sont 50 ou 60 étudiants et puis alors on en a d'autres où ils sont 3 ou 4, donc c'est pas du tout évident. Alors, au niveau de l'évolution du processus, on est dans de la continuité mais avec du changement. Donc ce qui reste par rapport à la première expérience d'évaluation mutuelle qu'on a faite en 2016, c'est la méthode, à savoir on leur demande systématiquement de préparer quelque chose à domicile. Donc on leur donne des consignes de travail pour préparer à domicile ce qu'ils vont devoir soumettre à évaluation lors de la séance en classe. Et le déroulement de l'évaluation mutuelle en séance ne change pas non plus. On commence par présenter la grille d'évaluation en collectif. Alors là déjà, par rapport à ce matin, on a eu un petit signal d'alarme de se dire, bah oui, on leur donne les critères d'évaluation uniquement au moment de l'évaluation, alors qu'on s'est déjà fait la réflexion, bah oui, pourquoi ne pas déjà leur présenter bien avant pour que, en préparant leur travail, ils aient déjà, même si on leur donne déjà des indications assez claires de ce qu'on attend d'eux pour l'évaluation mutuelle, mais là on se dit, bah oui, pourquoi ne pas avoir encore un travail plus en amont.
Maintenant, il y a une dimension purement logistique en matière d'horaire et de présence des étudiants dans le cours qui fait aussi qu'on a tellement de choses à voir avec eux qu'il faudrait voir comment on pourrait caser ça. Donc voilà, donc on présente la grille de l'évaluation certificative, on explique les critères et les indicateurs, on s'assure de la bonne compréhension des critères par les étudiants. Et alors on précise bien le travail de l'évaluateur, à savoir il y a un double travail, il y a donc d'une part apprécier la qualité du travail de son collègue, en termes de, pour chaque critère, chaque indicateur, moins, ok, plus. Alors, on avait des moins, ok, plus, enfin bon, on en est arrivé à moins, ok, plus en se disant ça les oblige à se positionner de manière un peu plus radicale. Et on leur demande de rédiger des commentaires. Là aussi, c'est souvent là que le bas blesse parce qu'ils considèrent par exemple que s'ils ne mettent que des plus, eh ben, c'est bon, il n'y a pas besoin de commentaires, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, ça aussi c'est une réflexion qu'on a cette année, c'est comment peut-être travailler plus à l'élaboration de commentaires constructifs, même si c'est plus, ben pourquoi est-ce que c'est plus? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'octroyer un plus? Puis on passe à, à la phase d'évaluation mutuelle, donc ça ils sont en duo et ils évaluent chacun la production de leurs camarades. Et puis, toujours en duo, bah, il y a ce moment d'échange où on revient sur la grille d'évaluation et où on a l'occasion d'échanger sur à la fois l'appréciation, mais aussi les commentaires. Et c'est souvent là qu'en fait les commentaires se développent justement, parce que parfois c'est plus. Clairement, hein, dans certains duos, ça va être bouclé et terminé en 10 minutes, parce que oui, c'est très bien ton travail, et puis on passe à autre chose. Alors que dans d'autres, c'est vraiment l'occasion d'avoir des discussions vraiment constructive sur comment améliorer le travail, sur quel indicateur, comment l'améliorer. Donc voilà, d'un duo à l'autre, ça peut vraiment varier aussi. Donc ça, c'est aussi une réflexion. Est-ce qu'on devrait beaucoup plus cadrer ce moment d'échange post-évaluation, ou pas? Enfin, donc voilà. Et puis enfin, on revient alors en collectif sur un retour sur la méthodologie. Donc comment ont-ils vécu cette dimension d'évaluation mutuelle, et on fait un petit point théorique sur les éléments auxquels être attentif quand on mène une évaluation mutuelle en classe, s'ils décidaient de la mener avec leurs élèves. Alors, ce qui change par contre depuis 2016, c'est qu'en 2016 et en 2017, on avait demandé, l'objet de l'évaluation mutuelle était l'analyse d'une séquence de leçons au moyen d'un outil, l'outil Compass, qui est un outil qui permet d'évaluer si une séquence de leçons permet le développement de compétences. C'est un outil qui se développe en 11 facettes, chacune qui se détaille en indicateurs, et donc ils devaient chaque fois se positionner par rapport à chacun des indicateurs, puis identifier une facette pour laquelle ils avaient des faiblesses, une facette pour laquelle qu'ils considéraient comme étant un atout dans leur pratique. Et donc, voilà, c'était un travail de longue haleine en termes de préparation, etc. Et la grille d'évaluation qu'on leur avait soumise, on avait fait l'évaluation mutuelle, ça s'était globalement bien passé, mais nous, quand on a dû réutiliser cette grille-là pour évaluer leur production, donc dans un aspect purement certificatif, on s'est rendu compte que, d'autant plus que nous on évaluait donc une quantité assez importante de travaux, que la grille était tellement détaillée que finalement on perdait la vue d'ensemble du travail, donc de l'évaluation en tant que telle et du travail réflexif qu'on leur demandait, et on en venait à analyser des sous-critères, des sous-indicateurs, et donc certains indicateurs se résumaient à c'est là ou c'est pas là, et donc si c'est là c'est bon il a le point, si ce n'est pas là il n'a pas le point, et donc ça devenait hyper systématique, et nous en tant que formatrices on n'a pas du tout bien vécu cette évaluation parce qu'on avait l'impression qu'au final, on se retrouvait parfois à surévaluer un travail qui globalement ne nous paraissait pas aussi avancé que ce qu'on attendait. Et donc cette année, mais ce n'est pas encore fait, on leur a déjà donné les consignes du travail préparatoire, mais c'est fin avril qu'ils vont vivre l'évaluation mutuelle. On a décidé de transposer ça sur l'analyse d'un incident critique vécu en stage, notamment grâce à la méthodologie du récit de pratique enseignante et au moyen d'un outil quand même d'analyse, à savoir le polygone de l'action didactique. Donc qui est le polygone qui rassemble toutes les dimensions qui entrent en compte dans la mise en œuvre d'une séquence d'enseignement-apprentissage. Pour les préparer à cela,
On leur a fait vivre en février 2018 l'analyse, on a fait une analyse collective, donc dans chacun des groupes de pratiques réflexives, donc avec les 25 étudiants, on a eu un même cas qu'on a tous analysé et sur lequel on a fait vraiment une mise en commun, une analyse commune, une analyse collective du cas, pour qu'ils se rendent compte que quand on leur demande d'émettre des hypothèses sur la situation vécue, qu'est-ce qu'on entend par hypothèse? Quand on leur demande de formuler une question pédagogique, qu'est-ce qu'on entend par question pédagogique? Et donc il y a eu un travail à ce niveau-là, donc ça a duré 2h30, où on a eu l'occasion de travailler vraiment avec eux, une précision justement au niveau des attentes. Donc, clairement, les attentes, elles sont très précises. Maintenant, les critères d'évaluation, on n'a pas encore communiqué en détail les critères d'évaluation tels qu'ils vont devoir les utiliser pour l'évaluation mutuelle. Donc voilà. Alors, voici donc la grille d'évaluation qu'on utilisait en 2016 et 2017. C'est une première partie de la grille. Et donc, il faut se rendre compte que par rapport à l'outil Compass, donc il devait... donc d'abord c'est simplement présence des éléments de contexte, présence des objectifs. Donc là on est, ils sont là, ils sont pas là, ok, d'accord, avec possibilité de faire des commentaires. Et puis alors, donc l'outil Compass se présentait en ces 11 facettes. Pour une facette identifiée, il devait chaque fois se positionner par rapport à tous ces indicateurs sur chacun des items de la facette. Et donc ça devenait un travail très conséquent et très fractionné parce qu'on en arrivait à de la micro-analyse presque au niveau de la séquence de leçons. Alors que la logique de l'outil Compass, c'est justement d'évaluer assez globalement le développement de compétences aussi qui est permis par une séquence de leçons. Ça, c'est la première partie de... Hop, ça, c'est la deuxième. Et donc voilà, ça faisait une grille d'évaluation assez conséquente, presque aussi longue que le travail qu'on leur demandait de faire en soi. Donc voilà. Et donc, en plus, oui, on leur demandait de faire un travail en phase préactive, donc d'anticiper la mise en œuvre en stage de telle facette, et puis de voir au final, est-ce que cette mise en œuvre a bien été faite, si oui, pourquoi, qu'est-ce qui a permis de faire ça, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc on en arrivait, c'était un travail très conséquent, et l'évaluation en était réduite un petit peu à, voilà, il y a explicite entre chaque piste d'action, chaque piste donnée et l'item concerné, on en arrivait à, oui, est-ce qu'il y a un lien, oui, ok, d'accord, il y a le plus et il y a le point. Donc, sans aller vraiment dans l'analyse plus précise. Et donc, encore 2-3 minutes? Oui, je termine. Donc ici, la grille qu'on va utiliser cette année, on est toujours présence des éléments de contexte, clarté et précision de la description du cas en tant que tel. Ces deux aspects-là, nous, ne seront pas évalués, enfin, on ne va pas mettre de points concernant ces deux critères-là, parce que par définition, s'il n'y a pas de récit, on ne saura pas évaluer les restes, donc on peut supposer que le récit sera là et que les éléments de contexte, puisqu'ils sont clairement demandés, seront là aussi. Alors, au niveau de l'analyse du récit, eh bien là, on est dans caractère clair et complet du résumé, parce que la première étape, c'est on leur demande de résumer le récit en une phrase, et donc, est-ce qu'on est bien dans une phrase qui résume, qui rend compte de l'entièreté du récit? Et puis on est dans des critères tels que clarté et pertinence des 5 hypothèses. On leur demande d'émettre 5 hypothèses qui peuvent expliquer la situation, l'incident cela s'est passé comme ça parce que, à mon sens. Et donc voilà, donc là on est de nouveau dans une évaluation assez systématique, hypothèse par hypothèse. Puis clarté et pertinence de la question de recherche. On leur demande de focaliser leur analyse sur une question pédagogique. Donc par définition, une question pédagogique doit être ouverte, ça c'est des choses qu'on a travaillé avec eux lors de l'exercice sur le cas collectif. Et puis alors, et ça c'est en grisé parce que c'est les aspects vraiment très importants de notre évaluation, c'est le caractère explicite, intégré et pertinent des éclairages théoriques. On souhaite qu'ils fassent des liens explicites avec la théorie qu'ils ont vue au cours du didactique général. Et donc, c'est une manière d'intégrer pour eux la matière qu'ils ont étudiée pour l'examen de janvier, de voir comment ils retransfèrent cette matière-là dans leur vécu en classe et dans l'analyse de leur vécu en classe. Et puis alors, le caractère clair, concret, cohérent et pertinent des pistes qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la situation, évidemment en lien avec les hypothèses et avec les théories vues au cours.
Donc voilà, alors rapidement, l'évaluation du dispositif mis en place en 2016 et 2018, puisque par définition, puisqu'on n'a pas encore mis en place celui de 2018, on n'a pas encore d'évaluation pour ça. Donc on a eu l'occasion de poser des questions aux étudiants à la fin du processus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'évaluation mutuelle leur avait permis d'être informés des points forts ou à améliorer de leur travail, de mieux comprendre ce qui est attendu dans leur travail, et de réguler le travail au niveau du contenu. Donc, ce qui est intéressant, c'est mieux comprendre ce qui est attendu dans le travail. Là, on est clairement en lien avec ce que Walter Cisneros disait ce matin, à savoir que une fois que nos étudiants sont informés réellement et concrètement des attentes, c'est plus facile pour eux de s'y conformer, évidemment. Ce qui est interpellant, c'est quand même ici, au niveau de la régulation du travail, au niveau des processus, donc des méthodes de travail, ils n'ont pas du tout 50% n'ont pas l'impression que ça les aide à voir comment ils pourraient mieux travailler ou mieux mener leur analyse. Donc ça, c'est quand même assez interpellant. Et puis, de découvrir de nouvelles méthodes d'enseignement, ça c'est parce que comme ils lisaient le travail d'un collègue et qu'on avait exigé en plus qu'ils lisent le travail d'un collègue d'une autre discipline, on ne voulait pas que ce soit le travail qu'un prof de français soit avec un autre prof de français. Donc voilà, est-ce que ça leur a permis de découvrir de nouvelles méthodes d'enseignement? Dans ce cas-ci, pour près de 50% non. Mais voilà, ça dépend aussi justement de est-ce qu'il y avait des pratiques innovantes qui étaient présentées dans les séquences d'enseignement ou pas. Et alors, on est à 64% qui considèrent que l'évaluation mutuelle leur a permis de mieux comprendre ce qu'est une évaluation mutuelle. Ça, c'est quand même positif aussi. Et d'élargir leur conception de l'évaluation formative, à savoir il n'y a pas que les tests à blanc. 66%. Donc voilà, on a quand même des résultats. Maintenant, ce n'est que sur 2 expériences, 2016 et 2017. Et en 2016, on avait posé une question plus générale et en 2017, on avait utilisé les résultats de cette question plus générale pour faire des questions plus précises qui ont débouché donc, sur ce travail d'évaluation. Moi, je vais sur les processus, finalement, on travaille le métacognitif, on ne le questionne pas vraiment dans le questionnaire qu'ils ont lors de l'évaluation mutuelle, puisqu'on reste sur les critères attendus. Maintenant, ces suppositions, hypothèses, c'est ce qui amène dans la discussion quand ils comparent l'évaluation et tiens, comment tu as fait, et donc c'est dans leurs échanges certainement que ces rapports-là arrivent. Mais c'est vrai qu'à la base, la grille qu'on leur propose ne va pas aller questionner des processus métacognitifs, comment as-tu fait pour. C'est vraiment rester sur le contenu, sur l'attendu par rapport à l'évaluation certificative. Donc ça, c'est 50%. Maintenant, on peut dire, sans le questionner, c'est quand même 50% qui estiment que ça a aidé. Donc voilà, ce serait intéressant à creuser du coup aussi pour voir où ça se joue finalement, comment ça s'est amené, comment est-ce qu'on pourrait intégrer. Merci. Merci beaucoup. Voilà, moi je vais vous emmener chez les artistes. Et je vais dans un premier temps contextualiser parce que contrairement au groupe dont il a été question il y a quelques minutes, les étudiants que je rencontre, moi, ils résistent très fort à la pédagogie parce que dans leur parcours, je pense que c'est la première fois qu'ils rencontrent et des contenus de pédagogie et un psychopédagogue. Et donc on fait avec ça pour lancer la réflexion, puisque effectivement, je travaille donc à la Cambre, c'est l'École supérieure d'art visuel à Bruxelles, qui depuis 2006 propose une agrégation. Il faut savoir que l'agrégation en art visuel, plastique et de l'espace, c'est le titre complet, et une des plus jeunes, si pas la plus jeune des agrégations. Donc il y en a une qui se réfléchit pour le moment dans le domaine de l'informatique. Mais en tout cas, c'est très récent. Et une des caractéristiques du programme, c'est que ce programme a été monté, en tout cas dans l'école où je travaille, sans référence psychopédagogique. C'est-à-dire que ce sont des professeurs artistes dans l'école et des professeurs qui avaient une expérience, mais qui sont artistes au départ, qui avaient une expérience en secondaire supérieur, qui ont monté le programme. Donc quand moi je suis arrivée, voilà, c'était vraiment une figure nouvelle et un champ disciplinaire nouveau qui arrive dans le programme. Alors bon voilà, le plan est tout à fait classique. Moi, contrairement aux collègues de Liège, je suis dans les questions et je n'ai pas encore atteint
je dirais, la question de l'évaluation et des résultats, puisque ça fait 2-3 ans que je propose ce dispositif qui est encore en rodage. Et donc j'ouvrirai effectivement avec des questions sur lesquelles on pourra travailler dans l'après-midi. Alors, un avant-propos, la résistance des artistes à la pédagogie, mais c'est très intéressant. Au départ j'étais un peu décontenancée, mais cette résistance, j'ai appris à l'intégrer. Et donc avec les années d'expérience, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec eux, je peux anticiper et en même temps je me nourris de leurs questions, ça reviendra un petit peu au fil, notamment des travaux que je commenterai tout à l'heure. Un champ en friche, il y a très peu d'écrits pour le moment, on pense beaucoup à l'enseignement de l'art en secondaire, chez les petits, dans le supérieur, mais la formation des enseignants du secondaire supérieur est très peu exploitée, et donc voilà, c'est quelque chose qui ouvre des perspectives intéressantes. Et le dispositif que je présente est traversé par différents enjeux, notamment ceux de l'évaluation. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui se cristallisent au niveau de l'évaluation dans le champ de l'art. Et la question des langages, puisque être artiste, c'est avoir un langage propre. Et ça, effectivement, quand on demande à un artiste d'évaluer et qu'on lui demande de revenir vers des critères psychopédagogiques, des indicateurs, il y a quelque chose, effectivement, qui est très très inconfortable pour tout le monde, à commencer pour l'élève dont il doit évaluer par exemple l'originalité du travail. Voilà, et puis des questions qui restent en suspens. Alors très rapidement, effectivement, je viens de le dire, les écoles supérieures artistiques organisent effectivement depuis 2003, mais effectivement depuis 2006 des agrégations. Depuis 2008 à la Cambre, elle s'intègre à la finalité didactique qui va s'arrêter avec la réforme qui s'annonce, puisque la Cambre a décidé de ne pas proposer la finalité didactique. Et ça, c'est un choix tout à fait local, puisque les autres écoles supérieures artistiques, eux, vont la proposer, mais la finalité didactique ne sera plus proposée chez nous, elle l'est pour le moment encore, parce qu'on part du principe à la Cambre qu'on forme des artistes qui, à un moment donné, peuvent décider d'enseigner, et donc qui peuvent rejoindre l'agrégation. Mais on ne va pas former des artistes parallèlement à des enseignants. C'est un choix de direction, d'école et d'équipe. Donc voilà, ça règle la question de la réforme chez nous en tout cas. Donc à partir du moment où ça changera, il n'y aura plus que l'agrégation qui se coordonnera avec l'ULB pour le coup, puisque nous sommes voisins directs. Alors ça c'est vraiment, je dirais, l'organigramme de la formation. Moi je rencontre donc des étudiants qui sont soit en finalité didactique, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 1 ou 2 par an, cette année j'en ai exceptionnellement 3, et alors des personnes qui ont déjà obtenu leur diplôme, leur master en art visuel, et qui reviennent après quelques années pour se former, pour enseigner. Rarement des personnes qui ont déjà une expérience sur le terrain, mais qui n'ont pas le titre. Donc voilà le profil des deux personnes, des deux groupes d'élèves, pardon, que je rencontre, et ils vont devenir profs de cours d'art dans l'enseignement secondaire supérieur. Ils ont pas mal de cours à leur, je dirais, à leur palette, c'est le cas de le dire, puisque depuis la réforme des titres et fonctions, ils sont effectivement pas mal sollicités pour des cours parfois très spécifiques qui ne sont pas nécessairement liés à leur spécialité de départ. À un moment où ils ont cette agrégation-là, ils peuvent enseigner que ce soit la photo, la sérigraphie, la couleur, la perspective. Ça, c'est tout simplement la grille des cours, juste pour vous dire en fait qu'on va s'intéresser à ce cours-ci, qui est en cours. Alors, les intitulés sont vraiment aussi très complexes, mais j'ai trouvé le programme et la grille telle quelle quand je suis arrivée. Donc le cours dont je vais parler, c'est plutôt un cours de sociologie de l'éducation. Mais il est repris sous un code de psychopédagogie et intitulé Connaissances sociales et culturelles. C'est un cours de fondement de l'enseignement artistique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, il faut dans un premier temps élaguer un petit peu le terrain avant de faire une proposition. Par ailleurs, je donne 2 autres cours et je vais le préciser parce que ça a son importance dans la manière dont j'interviens avec le groupe. Et vous avez de manière très classique une partie savoir-faire des stages, une partie psycho, une partie pédagogie avec de la didactique disciplinaire, de la pédale, un cours de neutralité, et un cours de sociologie de l'art et analyse de l'image, qui est un cours particulier associé à la didactique disciplinaire. Alors, simplement, sur l'année, comment tout ça est proposé à l'étudiant, il y a des stages d'observation assistanat à clôturer avant décembre, des stages d'enseignement à terminer en juin, des stages extramuros assez souples à envisager aussi, et puis la série des cours que l'on peut effectivement retrouver ici, ceux que je viens de vous décrire, avec un focus sur le cours qui va nous intéresser ici. Je ne vais pas revenir sur les contenus, hein, j'ai les documents, je pourrais vous les passer parce que l'essentiel n'est pas là, mais effectivement, en gros, ce contenu cherche à
informer l'étudiant sur les conditions d'exercer le métier d'enseignant et d'enseignant en art en Belgique francophone et sur l'organisation du système scolaire et une réflexion beaucoup plus large sur la question de l'institution scolaire et la manière dont elle a évolué depuis des siècles en fait. Les acquis d'apprentissage, je passerai aussi. En tout cas, il faut mobiliser des connaissances, il faut développer des compétences. Les méthodes, ben voilà, c'est interactif, exercice de groupe, manipulation, analyse de documents, mais ça va au-delà de ça. Ici, c'est uniquement des déclarations d'intention. Et puis des évaluations. Je vais revenir sur un schéma que je vais proposer tout à l'heure sur la question de l'évaluation. Alors, le plan du cours 17-18, voilà comment je le propose dès la rentrée de septembre. Il y a une présentation du cours. Il y a un avant-propos, on travaille sur les représentations effectivement, et puis il y a un élément d'actualité. Chaque année, en début d'année, c'est soit le décret inscription, c'est soit la réforme, le projet de réforme initiale des enseignants, de la formation initiale des enseignants, c'est soit le pacte d'excellence, et donc je pars d'un article ou d'éléments qu'on entend régulièrement dans les médias. Et à partir de là, effectivement, ben voilà, on fait le lien avec ce qu'on sait déjà de l'école et ce qu'on ne sait pas, et l'institution, aussi l'institutionnel en Belgique, parce que j'ai des étudiants qui sont essentiellement basés, je dirais, à Bruxelles. Et en dehors de Bruxelles, on a du mal à se représenter, effectivement, je le constate chaque année. Ça fonctionne comment la Belgique et ça fonctionne comment la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que c'est finalement l'entité dont je vais dépendre quand je serai prof. Et puis un contexte socio-historique et des logiques scolaires, et puis institutionnellement l'école, c'est avec tous les textes qui font de l'école. Profil de prof, profil d'élève, avec des études qui ont été menées sur le métier et sur les élèves en situation scolaire, ce qu'est enseigné l'art en Belgique, et puis des débats actuels sur l'école. Alors, ce sur quoi je vais mettre le focus, c'est cette dimension-là. En fait, cette partie-là, c'est une des parties du cours que je préfère donner. Je pourrais tenir le crachoir, évidemment, pendant quelques heures, mais en même temps, c'est celle que les étudiants peuvent s'approprier le plus facilement. Et donc depuis 3 ans, parce qu'évidemment, quand je m'apesantais sur cette partie-là, les autres un petit peu étaient déforcés, c'est-à-dire que je perdais un peu de temps parce que les étudiants étaient eux-mêmes intéressés. C'est en fait toute l'histoire de l'institution scolaire en Belgique, l'évolution, les textes. Quand on parle de guerre scolaire, de pacte scolaire, c'est un vocabulaire, un vocable qui impressionne les étudiants. En se disant, ben, enfin, dans quoi on est, pourquoi est-ce que les réseaux existent et qu'on perd des sous, enfin, il y a des questions fondamentales et fondatrices. Et donc, depuis 2-3 ans, j'ai décidé de mettre ça dans les mains des étudiants, en disant, ben voilà, puisque ça vous intéresse, vous allez le travailler. Et alors, évidemment, je cabotine en disant, vous allez donner cours à ma place, parce que je me suis fatiguée avant, je me suis fatiguée après. Et on va surtout travailler avec des dispositifs qui questionnent aussi l'activité commune, l'activité coopérative et la manière dont on peut évaluer. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à force de travailler la représentation avec eux, je me suis rendu compte qu'ils sont passés dans des situations très violentes d'évaluation. Et donc pour se protéger, quand ils sont en stage, ils reviennent vers les situations qu'ils connaissent, à savoir les évaluations classiques. Alors les situations violentes à travers lesquelles ils sont passés, c'est les évaluations de jury dans leurs ateliers. Il faut savoir qu'aucun des professeurs, collègues, qui ont la responsabilité des ateliers, n'est pédagogue ou n'a eu de formation pédagogique. Donc ce sont des artistes qui sont connus et reconnus, qui ont une valeur sur le marché de l'art, et donc qui sont engagés pour ça. Ce qui veut dire que, parfois, ils sont dans l'empathie, parfois, ils sont dans le tout-puissant démiurge qui décide de qui réussit ou pas avec un jury extérieur. Sur base très aléatoire, parfois, de critères qui n'existent pas et qui sont fondés sur j'aime, j'aime pas. Je caricature à peine, hein, d'accord? Et donc, moi je me suis déjà retrouvée, puisque là, c'est mon profil de formatrice, j'ai fait un passage dans cette école, j'ai fait la photo. Donc, après ma formation initiale de psychopédagogue, je suis passée par là, et donc je me suis trouvée moi-même dans des situations où j'avais des condisciples qui, dans un même jury, avaient un 0% et un 100%. Et donc, la délibé, il fallait gérer ça. Et eux, ils ont ça en souvenir, les étudiants, je pense. Et se demandent comment, en secondaire, on peut faire face à des nouvelles disciplines. Alors, tout simplement, ben voilà, quand je reprends l'organisation générale de la formation, voilà le cours dans lequel je vais effectivement aller proposer le dispositif. Ce cours-là, en fait, n'arrive pas à n'importe quel moment. Il est donné depuis le début de l'année, mais le dispositif n'arrive qu'après janvier. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ils ont déjà rencontré un peu le terrain,
On a déjà travaillé sur de l'évaluation formative qui découvre aussi dans le cadre d'un autre cours avec la question des critères et des indicateurs. Et donc, ils sont beaucoup plus en confiance pour penser l'évaluation autrement. En tout cas, il y a des ouvertures qui se sont faites. Ça me semblerait dangereux de proposer ça dès le début de l'année. Ça les déstabiliserait beaucoup trop et je pense que les résistances seraient encore plus fortes. Et puis, il y a surtout depuis 2-3 ans le confort de penser que, comme ça c'est très stable et qu'ils ont compris, je peux me permettre de ne pas évaluer ça. Et la question est très vite éliminée. Ils posent la question 2-3 fois au départ en disant « et ça compte pour des points, ça ?» Et je peux répondre allègrement « non ». Et ça ne leur pose pas de problème. Au départ, j'ai cru que j'allais devoir négocier avec eux, pas du tout. Parce qu'ils se rendent compte très vite qu'il y a d'autres choses qui se jouent. Alors évidemment, ils se rendent compte, je n'ai juste que le retour, les retours oraux, je n'ai pas fait d'évaluation. Je suis dans l'intuition pour le moment, donc j'espère à un moment donné avoir des infos beaucoup plus valides que celles que j'énonce ici. Alors, il consiste en quoi ce dispositif? C'est tout simplement dès la rentrée de janvier, donc ils ont derrière eux déjà 20 heures de prospection du terrain. Je leur donne les consignes pour le travail d'année, pour l'examen, pour le travail qui va suivre le dispositif. Je leur donne un document et je leur précise bien que c'est une mise en abîme. Donc on va travailler, mais en même temps on va s'arrêter à un moment donné pour voir ce qui se joue à chaque fois. Une explication du dispositif avec des références et des balises temporelles. On constitue les groupes, on choisit le thème, on établit l'agenda de travail et on contractualise, et puis il y a l'exposé et les évaluations. Alors ce qui les frappe, parce que je viens juste de sortir, chaque année, c'est la manière dont on constitue les groupes. Ils ont l'impression que ça va être la foire d'empoigne, et ils sont toujours impressionnés qu'en 10 minutes, c'est fait. Mais évidemment, ça c'est une gestion animation de groupe, quoi. Donc je sors de ça il y a 2-3 semaines, et donc ils étaient encore là en disant, mais nous on a cru qu'on allait s'empoigner. Or je choisis le moment, hein, c'est juste avant la pause, comme ça ils ont 10 à 15 minutes de pause pour pouvoir réguler, mais ils reviennent avec des groupes. Donc ça c'est très intéressant aussi. Mais voilà, c'est des éléments qui chaque année reviennent, il y en a d'autres aussi qui les impressionnent. Alors j'ai tous ces documents sous la main, voilà, ça c'est vraiment le document qu'ils reçoivent quand j'explique consigne. Donc je donne les références, il y a John Dewey, il y a Jean Piaget aussi qui revient, il y a Brahmi, il y a le Jigsaw de Aronson aussi qui revient aussi. Et je dis voilà, moi délibérément, je me cale sur ces auteurs qui ont parlé de travail coopératif et qui ont pensé à la question de l'évaluation et qui ont pensé à comment apprendre en faisant en fait. Je choisis les références, je ne les vois pas de référence, je rappelle la résistance. Hein. Par ailleurs, en cours de pédagogie que j'ai avec eux, c'est pour ça que j'ai souligné les 2 cours que j'ai avec eux, ils ont vu déjà les profils, ils ont déjà vu des grands courants et les grands penseurs, je dirais, et ils ont un travail parallèle à faire autour d'auteurs en pédagogie, et ils ont vu les profils d'apprentissage. Donc il y a quand même des éléments qui sont installés en termes de « je peux apprendre différemment ». Et ça les intéresse très fort, hein, sortir du traditionnel, ils sont vraiment très preneurs de tout ce qui est alternatif. Le document qui explique un peu comment le dispositif va être proposé. Alors le dispositif Big Show, c'est le travail avec les groupes d'experts, hein, donc on a des thématiques, on en choisit, on forme un groupe, et puis le groupe éclate, va voir chez les autres groupes comment ça se passe, et puis on revient et il y a un exposé. Voilà, je donnerai d'autres détails éventuellement tout à l'heure, mais c'est très cadré, c'est très souple et en même temps très cadré. Voici le dispositif appliqué au cours, donc ça c'est l'agenda avec lequel je viens. Il n'y a que les dates qu'on négocie. Pour le reste, tout ça est divisé en fonction de l'agenda effectivement de chacun hein, dans le cours. Donc ici on en est là, je les rencontre le 31 mars et puis le 28 avril à la rentrée ils vont exposer, mais ils ont déjà fait toute cette partie de travail cette année. Et puis la thématique, donc voilà. Alors les contenus du cours de fondement, je vais chercher vraiment dans des espèces de grands événements de l'histoire de l'école en Belgique. Donc il y a un groupe qui s'occupe, et ça c'est vraiment une demande, hein, c'est un groupe qui effectivement intègre toutes les informations et qui doit proposer une chronologie à formaliser. Donc là je vais les chercher dans leur langage d'artiste, c'est-à-dire que ce groupe-là doit nécessairement proposer quelque chose de visuel, de très fort, pour qu'on puisse à un moment donné avoir une synthèse et replacer tous les autres éléments. Donc il y a la question de la guerre scolaire et du pacte scolaire, ça, ce vocabulaire guerrier les interpelle. La question de l'enseignement rénové, parce qu'à un moment donné, quand on parle de l'enseignement rénové, ils se demandent mais tiens, pourquoi ça n'a pas tenu, ça avait l'air intéressant. Et alors des textes fondateurs vers lesquels je les renvoie, puisque ça sont des textes qui organisent leur futur métier.
le décret mission, le décret inscription parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça fait autant de ramdam à chaque septembre, le décret paysage parce qu'ils y ont été confrontés depuis quelques années, le pacte d'excellence parce que c'est dans l'actualité, et alors est arrivé, parce que ça, notre directeur nous avait envoyé l'avant-projet, juste la veille et un groupe s'est dit, mais nous on aimerait bien aller voir ce qu'il y a derrière, parce qu'on comprend. Et donc j'ai rajouté effectivement cette... Alors il y a des choix, hein, ce sont des choix, on ne couvre pas tout, mais en même temps ça permet de parler de pas mal d'éléments de l'histoire de Belgique. 3 minutes. Alors, premier élément, je ne les oblige pas à contractualiser, mais je leur soumets un contrat en disant que ce genre de travail, quand on travaille en groupe, il faut contractualiser pour anticiper un peu les soucis. Et notamment le fait que le jour de l'exposé, moi je ne veux pas entendre qu'on n'est pas prêt pour exposer. C'est-à-dire qu'on doit me solliciter bien avant, il y a une clause ici, voilà, c'est des documents que je peux faire passer. Alors ils ne contractualisent pas, mais ils prennent conscience en fait que ça ils peuvent le faire avec leurs élèves. Parce qu'ils ont souvent des travaux de groupe. Et en fait, à partir de là, ils commencent vraiment à se détacher de ma demande et à se dire « Ah mais tiens, ça je peux faire dans mes classes. Ah mais ça, avec ça, c'est possible. » Parce que j'ai formalisé des documents assez ouverts que pour pouvoir les vivre dans plusieurs types de groupes en fait. À partir de là, effectivement, bon, ils ont tout le travail de groupe, hein, je ne rentre pas dans les détails qui étaient dans le premier document avec le scénario Jigsaw. Ils travaillent, moi je suis là, j'apporte des références en premier et puis je les relance. Mon travail est vraiment de passer dans les groupes et de baliser le travail qu'ils font, mais les premières références du premier jour, c'est moi qui les apporte. Donc j'arrive avec ma valise et les bouquins par rapport aux décrémissions, par rapport aux cartes d'excellence. Ils travaillent pendant les séances prévues au calendrier, et puis on arrive au moment de l'exposé. Et au moment de l'exposé, en fait, ils ont un document de ce type-là. Donc il y a un moment de présentation, un moment de questions de clarification, et un moment où je rends à chacun, donc chaque étudiant part avec, pour le moment ils sont 19, avec 18 petites feuilles sur lesquelles on a dit, ben voilà, ce que je retiens pour l'exposé, les éléments qui l'ont rendu clair, ce que je modifierais moi ou ce que je rajouterais. Ou alors, une autre proposition que je fais, c'est ici un feedback sous forme des ceintures du judo, où à chaque ceinture on rajoute les éléments qui sont venus enrichir l'exposé. Après l'exposé, ils reçoivent un petit carnet, et alors c'est là effectivement que je me rends compte de la complexité de ce que je leur demande, dans lequel il est question d'auto-évaluation, d'évaluation du travail en groupe, d'évaluation par l'enseignant, de l'exposé et de la synthèse qu'il doit prendre, et d'une co-évaluation. Alors voilà, ça ce sont les critères que j'énonce dans le document, et puis il y a une auto-évaluation du travail de groupe. C'est inspiré d'Abrami, hein, c'est dans le livre d'Abrami. Le fonctionnement du groupe. Alors, une évaluation effectivement par les pairs du groupe, donc là chacun se retrouve effectivement dans ce tableau. Et puis une auto-évaluation de la présentation orale et une auto-évaluation de la synthèse écrite avec l'espace pour l'enseignant ici. Et enfin, c'est une simulation parce qu'il n'y a pas de note hein, pour ce cours-là, une note chiffrée qu'ils s'attribueraient eux. Ils sont toujours beaucoup plus sévères que moi. Toujours. Je joue le jeu, mais ils sont toujours plus sévères que moi, effectivement. Donc voilà, et puis pour conclure, un avis. 2 exemples de production. Un groupe qui a travaillé il y a 2 ans sur le décret paysage. Donc ils arrivent avec des propositions, ici c'est en 3 volets, des superpositions. Voilà. Et puis le groupe qui a fait une synthèse à partir d'un travail d'artiste, c'est illisible, hein, mais c'est en grand format. À partir d'un travail d'artiste, c'est une timeline, et ils s'inscrivent dans un travail d'artiste. Ils ont repris les éléments de l'histoire de l'institution scolaire en Belgique et ils l'ont présenté sous cette forme-là. Voilà, moi après, je n'évalue pas parce que je pense que c'est difficile à évaluer. C'est là que la question du langage plastique se pose. Quels critères j'énonce pour évaluer ça? Voilà, c'est très difficile et donc d'une manière ou d'une autre, j'ai lu un peu la question, mais le propos n'est pas de donner une note à ce travail-là, c'est vraiment de les engager dans une réflexion sur la question de l'évaluation. Et puis voilà, il y a toutes les problématiques et des questions qui se posent. Devenir prof d'art, c'est un axe en tension. Il se pose vraiment régulièrement la question, et je travaille avec cette tension-là, artiste, enseignant, enseignant, artiste. Et alors évidemment, il ressort toujours en disant, ben voilà, est-ce que moi... si je pouvais, je n'enseignerais pas. Et je reviens avec une citation de Georges Bernard Shaw. Et ça, moi-même, quand je l'ai lu, j'étais assez estomaquée. Il me dit 25 ans dans l'enseignement, c'est parce que je ne peux rien faire d'autre ou quoi. Mais donc voilà.
c'est des questions vraiment fondatrices hein, dans la réflexion qu'on mène ensemble. Et puis la question de l'évaluation en art, quoi, ouais. Qui évalue quoi, qui, comment. Alors c'est les produits versus processus. Et là, j'ai malheureusement pas les travaux, mais il y a 3 semaines, il y a une étudiante qui est revenue en disant c'est con, mais les élèves, j'ai fait une évaluation sur un cours de perspective, clairement comme elle me dit, ceux qui n'ont rien compris réussissent et les autres pas, quoi. Ben oui, c'était la question des critères, donc on a travaillé sur la réflexion. C'est ça, soit on est techniquement très bon, mais il n'y a pas d'envergure au travail, soit rien n'est respecté, mais il y a quelque chose qui se dégage. Et comment on évalue ça? Voilà, c'est toutes les questions qu'on se pose. Hein. La résistance au changement pratique, ils ont énormément de poids, des évaluations préalables, la question des critères objectifs. Et voilà, j'ai d'autres questions qu'on traitera peut-être plus tard. Les traces par les étudiants et puis des questions. Voilà. Comment est-ce qu'un outil d'apprentissage peut aider effectivement à rester créatif et à ne pas vraiment contraindre beaucoup dans ces cas-là. On va garder tout ça pour ça. Voilà, parce qu'il y en a encore 3 autres. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Changer un petit peu de plan. Julie, moi, nous sommes, en tout cas pour les dispositifs qu'on va vous présenter, les conceptrices et les personnes qui vont mettre en œuvre les portfolios, les 3 portfolios qu'on va vous présenter. C'est Julie, ma collègue et moi, on a une fonction de conseil, donc à l'UCL, au Nouvelle Learning Lab, ça veut dire qu'on encadre des enseignants au sens large. Académiques, assistants, bibliothécaires, documentalistes, donc toutes les personnes qui sont en lien avec la formation des étudiants, donc vraiment au sens large. On va vous donner un tout petit peu de contexte, parce que vous vous dites ben, comment alors finalement vous allez nous présenter 3 dispositifs qui ne sont pas les vôtres. Donc on va vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé là. En fait, ça fait 3 ans que Julie, plus particulièrement, travaille avec des enseignants qui ont tous conçu pour leurs étudiants donc à l'UCL, en bac, des portfolios. Donc, où les étudiants réalisent pendant leurs années à l'université des bacs. Et donc l'idée est à la fois de travailler avec les enseignants selon une communauté de pratique. Donc on les regroupe à certains moments donnés pour qu'ils échangent leurs pratiques de portfolio et qu'ils puissent détailler un petit peu dans quel contexte, comment ils le font, quelles sont les conditions, quels sont les usages, etc. du portfolio qu'ils mettent en œuvre, les difficultés aussi qu'ils rencontrent avec les étudiants, mais aussi eux en termes de charges, etc. Donc c'est vraiment ces moments de réflexion qui sont importants. Et puis un autre objectif de cette communication est de vous présenter vraiment, on va essayer dans les détails, 3 portfolios. L'un qui a lieu, qui se fait dans un programme de droit, l'autre dans un enseignant d'espagnol, donc dans une langue étrangère, et un 3e qui a lieu sur 3 années de baccalauréat en histoire de l'art et en anthropologie. Alors, simplement un petit contexte de 50 points en tout, pour faire tout ça, pour qu'on ait une chercheuse qui puisse travailler et qui puisse conseiller ses enseignants. On a un fonds de développement pédagogique, donc des ressources financières principalement. Et on a plusieurs enveloppes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans cette enveloppe-là, on a spécifiquement des thématiques annuelles qui sont choisies à l'UCL. Et ici en particulier, c'était la thématique de l'évaluation des acquis. Alors après, les enseignants ont remis des intentions sur ces évaluations, sur la thématique de l'évaluation des acquis. Et 2 thématiques sont sorties de ces intentions. C'est à la fois le portfolio et à la fois l'évaluation de la dynamique de groupe quand on travaille ensemble. Donc voilà, ici on va vous parler plus particulièrement du portfolio. Alors,
comment on s'y est pris? Il y avait aussi une demande de l'institution de tester avec des académiques, des assistants, ici il s'agit plus d'académiques, une communauté d'apprentissage et de recherche. Nous, notre rôle à Ourouvaloir-Nicolas, c'est vraiment le développement professionnel, pédagogique des enseignants. Donc ça veut dire qu'on essaye d'avoir à chaque fois aussi, en termes de formation, pas uniquement de faire un exposé, etc., mais de changer les modalités de formation de ce développement professionnel possible. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une recherche qui est collaborative, ils entrent dans cette recherche et où à la fois il y a un développement pour les professeurs qui sont là, mais aussi une activité de recherche qui se rapproche finalement de ce qu'ils font aussi dans la discipline dans laquelle ils sont experts. Alors depuis donc mai 2015, ce qui a été essayé de faire, c'est des rencontres vraiment assez régulières de ces académiques en communauté de recherche et d'apprentissage, pour, comme je vous le disais, identifier non seulement les usages, les conditions d'exploitation de ces portfolios et de voir dans quelle mesure on rencontrait des difficultés dans l'évaluation, la co-évaluation, etc. Donc deux objectifs à cette année-ci, et comme vous l'avez vu sur la petite ligne du temps, on arrive plus ou moins au bout de ces années où on est en production du vadémécum sur le portfolio, et donc il y a une vingtaine de pages théoriques qui ont été écrites par Julie, par la chercheuse qui est engagée pour ça, et une vingtaine de pages qui ont été écrites par les enseignants eux-mêmes, où ils décrivent leur portfolio et la manière dont ils le mettent en œuvre. Alors voilà, je crois que Walter a déjà longuement dit ce que c'était un portfolio. Je pense que vous savez tous ce qu'on peut y mettre, mais l'idée ici est vraiment de mettre soit un CV, de mettre un petit rapport si on a été sur un concert, ça peut aussi faire appel à des activités qui sont extra-académiques. Donc ça, c'est aussi important pour dans le cadre de la formation universitaire. Ça peut être un rapport avec un professionnel, une rencontre avec un professionnel, et où là l'étudiant fait un compte rendu de ce qu'il a fait. Mais donc ça peut prendre des formes multiples. Ça peut être une petite vidéo qu'il réalise de lui dans une langue étrangère et qu'il doit envoyer à l'étranger justement pour se présenter. Donc ça peut vraiment prendre des formes assez différentes, et c'est en ça que le portfolio est vraiment assez souple, assez singulier, assez flexible, et ce qui demande non seulement à l'étudiant de l'aide, mais aussi à l'enseignant de l'aide. Voilà, donc une sélection, comme l'a dit Walter, une sélection de pièces qui sont authentiques. Donc il ne s'agit pas de construire en tant que telles des pièces, mais c'est vraiment des choses qui se réalisent et que les étudiants peuvent valoriser justement à la fois dans le processus et dans le produit. L'idée est vraiment de réaliser une série d'apprentissages et de réfléchir sur la manière dont ces pièces qu'ils mettent dans leur portfolio, toutes ces pièces et tous les apprentissages qu'ils réalisent, comment est-ce qu'ils les réalisent, et de regarder un petit peu dans le rétroviseur pour voir comment est-ce qu'ils ont acquis et mobilisé des compétences en réalisant ces différents objets. Mais quel que soit, vous voyez les exemples, quelle que soit la discipline, en fait on peut travailler sur ces éléments qui sont produits pour le portfolio. Et dans un deuxième temps, c'est vraiment de regarder le processus et de le relire en fonction de ce qui a été réalisé. Alors voilà, on vous a mis un petit tableau, simplement pour... il y a presque autant d'avantages et de contraintes finalement quand on est enseignant à réaliser un portfolio. Comme l'a dit Walter, ça permet effectivement d'avoir des traces qu'on n'aurait peut-être pas l'occasion d'avoir autrement, donc des traces complexes. D'ailleurs, une étudiante nous disait: je n'aurais jamais pu valoriser ce type d'apprentissage si je n'avais pas pu le mettre dans mon portfolio. Donc là, vraiment, c'est
des traces complexes dans des situations qui sont authentiques ou non. Alors, ça permet aussi dans l'échange, dans les feedbacks, qu'ils soient écrits ou oraux, ça permet de renforcer la relation avec l'enseignant, entre l'étudiant et l'enseignant. Ça implique évidemment, Walter en a fait écho aussi, ça implique activement l'étudiant puisque, voilà, je veux dire, ça se déroule sur une année, sur 2 années, sur 3 années, mais l'étudiant est réellement actif puisque c'est lui qui produit les traces. Ça cible l'apprentissage dans la durée et offre aussi, comme je le disais, un point de vue. Non seulement il doit à un moment donné, qui est clairement indiqué, remettre son portfolio, mais ça lui permet aussi de voir quelle est la progression et de regarder un petit peu quel est le processus. Alors, l'autonomie, là aussi, je disais, il est souple, le portfolio, il est singulier, et donc il est vraiment, il y a une marge de manœuvre que l'étudiant a par rapport à ça, et en termes de motivation, évidemment, on sait bien toute son importance. Ça rend possible une évaluation qui est plus collégiale, et donc ça aussi, quelque part, ça permet de parfois rassembler plusieurs unités d'enseignement et d'intégrer mieux les apprentissages entre eux. Donc, ça permet de constituer des équipes. Alors il ne faut pas se cacher sur le fait que ça nécessite du temps pour construire le dispositif. Si on travaille au niveau collégial, ces réunions vont prendre du temps. Alors ça demande aussi un accompagnement. C'est parce qu'on leur dit, voilà, on a des prix, voilà ce que vous pouvez y mettre, voilà les exemples, etc. Ça demande quand même un accompagnement régulier, des rencontres régulières, et c'est ça aussi qui va renforcer cette relation avec entre l'étudiant et l'enseignant. Et ça demande une expertise spécifique aussi, parce que la qualité du feedback, elle est aussi là. Je veux dire, à partir du moment où vous voyez quelque chose de vraiment bien fait, mais il faut pouvoir faire progresser son étudiant, et donc ça demande une expertise qui doit être bien présente. Ça se réfléchit toujours aussi en fonction du programme dans lequel le portfolio va s'insérer, parce que bon, l'étudiant va toujours avoir le temps de réaliser cet apprentissage-là, et souvent c'est une activité qui est motivante, et donc ça va prendre du temps de le réaliser, donc il faut voir au niveau de la grille programme si c'est possible. C'est aussi, il faut les prévenir, chronophage pour l'étudiant. Donc voilà, à la fois pour le suivi, la réalisation des traces et des tâches. Et ça peut faire l'objet, malheureusement, parfois d'un investissement qui peut être plus en surface, où rapidement le portfolio est réalisé, pas de manière aussi progressive qu'on le souhaiterait. Et rapidement, quand l'échéance arrive, l'étudiant va vite fabriquer, comme dit aussi ce matin, des traces. Et donc ça, c'est pas vraiment l'objet. Donc je poursuis en vous proposant de découvrir ces 3 portfolios ou e-portfolios. En fait, vous allez voir, parce que les enseignants vont travailler un petit peu différemment. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, donc, les diapos que vous allez voir maintenant sont vraiment des éléments du petit guide pratique, donc du cahier qui pour le moment être en phase de mise en page. Donc, il sera disponible dans quelques mois. Et donc, si vous êtes intéressé à voir l'entièreté des dispositifs et vraiment plus en détail, comme on pourra le montrer maintenant, il suffit de nous envoyer un mail pour nous le demander. Mais le premier portfolio qu'on voulait vous présenter, c'est celui d'une enseignante, donc Paula Lorente, qui enseigne l'espagnol à l'ILV, l'Institut des langues vivantes. Et donc, elle, en fait, l'idée qu'elle avait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, en tout cas dans le portfolio, c'est partie de sa propre passion pour les technologies. Elle avait l'impression que les technologies, c'était vraiment un support pour mieux apprendre l'espagnol. Et comme elle visait, en fait, c'était un cours, je pense, là, sur celui-ci, c'était un cours plus de master, où elle visait aussi que ses étudiants puissent s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc elle s'est dit, c'était intéressant pour eux d'apprendre à se présenter de façon comme on le fait aujourd'hui dans une entreprise. Et donc elle a vraiment axé son portfolio sur l'idée, mais de quoi est-ce que les étudiants vont avoir besoin directement pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Et donc,
comme elle adorait aussi les technologies, et ça c'était intéressant, c'est qu'au départ elle avait un portfolio super complexe, avec plein de compétences techniques à développer, et au fur et à mesure des années où on a travaillé ensemble, elle l'a rendu de plus en plus sobre, aussi en voyant, enfin en discutant avec ses collègues, en voyant qu'il y a des éléments de sa propre passion à elle, et que parfois certains étudiants ne rentrent pas forcément dans cela. Donc elle a petit à petit équilibré ce portfolio, et donc là on vous présente la dernière version. Donc les étudiants dans ce portfolio doivent en tout cas réaliser 5 tâches, hein, donc, soit une offre d'emploi, un CV, l'aide de motivation, faire une interview, réaliser une réunion. Je ne sais pas si j'ai le temps. 5 oui. Donc j'ai pas le temps de m'arrêter sur ça, on pourra peut-être en parler cet après-midi, sans souci. Mais donc ce qui était intéressant de dire dans sa démarche, c'est qu'elle elle a fait ce portfolio, c'était un e-portfolio. Donc elle l'a conçu sur Mahara, qui est une plateforme type portfolio. Donc c'est vraiment un espace qui appartient à l'étudiant. L'étudiant peut l'ouvrir à certaines personnes, et donc c'est un espace aussi où ses collègues allaient voir et faisaient des commentaires. Tiens, cette vidéo elle est vraiment chouette, ou bien ça me fait penser à une telle. Ils pouvaient réagir. Donc il y avait vraiment ce côté interactif que l'enseignante avait souhaité mobiliser. Et sinon, vous voyez qu'il y a quand même un parcours, parce que c'est toujours où on dit il y a cette autonomie. Il n'y a même pas d'avoir des contraintes, mais c'est très important dans un portfolio d'avoir vraiment une structure qui guide l'étudiant dans ce qu'il est amené à faire. Et donc là, il y avait toute une série de balises, en fait. Vous voyez, avec toujours, et ça c'était le point commun des 3 portfolios, donc c'est le moment où à un moment donné, il y a cet entretien entre l'enseignant et l'étudiant sur base du portfolio. C'est ce moment aussi où il y a un retour sur la production, moyennant une série de critères. Là, par exemple, elle avait vraiment établi une petite échelle, et donc ce qui l'intéressait en fait, c'était que suite à ce moment de conversation avec l'étudiant puisse se situer et puisse dégager chaque fois 3 pistes, enfin 3 aspects où il disait là vraiment, là j'y suis, et 3 points qu'il devait améliorer pour la prochaine fois. Et donc cette grille était un peu un fil conducteur qui lui permettait de montrer aussi la progression de l'étudiant. Et c'était la même grille qui allait être utilisée à la fin. Je passe rapidement, mais donc dans l'atelier on pourra aller plus en profondeur sur ce sujet. Alors là c'est un autre portfolio, donc Anne Rasson c'est une professeure de droit, et ce cours, elle a vraiment voulu, enfin vous connaissez peut-être un peu le parcours des études en droit, qui sont des études parfois assez rudes pour les étudiants, et elle avait envie d'avoir justement un cours où les étudiants pouvaient avoir un peu une bouffée d'air en montrant d'autres choses qu'ils savaient faire, pas seulement c'était un cours de bac 2, pas seulement mémoriser tout ce qu'il fallait mémoriser en droit, mais aussi créer, pouvoir déjà être autonome, éventuellement aller déjà sur le terrain, de manière à pouvoir les motiver et leur permettre de rester, de persister aussi dans les études qui ne sont pas toujours faciles pour tout le monde. Et donc, son but était vraiment d'ouvrir, et donc, par exemple, on pouvait faire des activités comme aller donner une émission radio sur un thème, donc ils choisissaient chacun un arrêt, ils pouvaient le documenter un peu comme ils le souhaitaient, et elle leur disait, regardez, tiens, pour le moment il y a une exposition là-dessus, qui souhaite y aller. Elle relayait donc sur le site Moodle du cours toutes sortes d'éléments dont les étudiants pouvaient s'emparer. Les étudiants en proposaient aussi d'autres, il y allait parfois à plusieurs, donc il y avait toute une dynamique qui se mettait. Ce qui faisait aussi qu'en partant, chacun recevait un arrêt, mais à la fin du cours, tout le monde connaissait différents arrêts, à un moment donné intervenait dans le processus d'évaluation. Et donc il y avait aussi quelque chose, moi je suis allée observer plusieurs fois son cours, il y a un climat particulier parce que les étudiants fonctionnent ensemble en fait. Et donc elle l'a organisé sur base d'une carte conceptuelle. Et là vous voyez, elle avait un peu cette idée, mais il y a je crée, j'interagis, j'explore, et puis un bilan plus critique. Et les étudiants devaient quand même passer par une série d'idées, mais pouvaient aussi proposer autre chose. Et par exemple, ils devaient tous faire une œuvre qui illustrait leur arrêt. Et là, c'était étonnant parce que voilà, il y avait certains qui avaient fait une poésie, quelqu'un avait créé une langue. Enfin, on voyait aussi les étudiants qui montraient des facettes d'eux-mêmes un peu insoupçonnées. Alors oui, au niveau de l'évaluation, en fait, il n'y avait pas un moment précis. Donc dès que l'étudiant se sentait prêt, il pouvait dire voilà, je suis prêt, je viens pour faire l'évaluation du portfolio. Il prenait rendez-vous. Donc il y avait vraiment cette autonomie qui allait jusqu'à ce moment-là. Alors, avant ce moment d'évaluation finale, il y avait différents moments où elle fonctionnait vraiment en faisant des duos d'étudiants, où l'un commentait l'arrêt de l'autre et vice-versa.
à un moment donné, elle a fait une exposition dans la faculté où tout le monde a présenté son portfolio. Elle avait invité tous les profs. Et là, c'était aussi intéressant de voir comment les étudiants défendaient leur arrêt, exposaient leurs œuvres. Enfin, le dernier, donc là, c'est le portfolio de Laurent Versic, qui est professeur en archéologie. Alors lui, son idée, c'était de se dire, en fait, pendant les vacances, pendant leur temps libre, les étudiants font plein de choses et on n'en sait rien. Et pourquoi ne pas utiliser ce temps libre pour pouvoir leur faire rentrer dans leur formation et en profiter aussi. Et notamment, il disait, donc il proposait aux étudiants de pouvoir, en dehors des cours, faire des visites, aller à des expos. Certains qui partent à l'étranger vont voir des sites que les profs eux-mêmes n'ont même jamais vus en vrai. Et donc ça permettait aussi à chacun, parce que là donc le prof avait un grand nombre d'étudiants, il travaillait avec plusieurs assistants. Chaque assistant avait des étudiants et les suivait sur 3 ans. Là on est dans le cadre d'un portfolio qui se déroule sur tout un programme et qui faisait qu'avec le temps, l'assistant, il y a vraiment une relation aussi qui se crée entre l'assistant et l'étudiant. Et vous allez le voir avec une progressivité dans ce qu'ils peuvent faire. Donc, en première année, ils peuvent seulement faire une visite de musée. Et là, ils ont vraiment une formation qui leur apprend comment on décode la visite d'un musée, à quoi il faut être attentif. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure du temps, on leur demande de faire d'associer à des activités plus poussées. Ils doivent en réaliser 7 et même en proposer en plus s'ils le souhaitent. Et donc à chaque fois, chaque activité donne un compte rendu qui est envoyé à un assistant. L'assistant le corrige et puis à ce moment de nouveau de face à face où il y a vraiment le cœur de la démarche réflexive, où il y a vraiment cette discussion qui permet à l'étudiant d'aller plus loin dans son chemin. Et donc là aussi, c'est ce que je viens de dire, donc tous les enseignants disent que ces moments-là sont les moments qui peut-être sont les plus coûteux dans le temps, mais ce sont dans ces moments de rencontre, sur base du portfolio, que là on a réellement l'avantage de faire un portfolio. Sinon, il n'y a pas, c'est juste un simple travail, donc ce sont ces moments-là qui sont très importants. Et donc là, l'évaluation dans le cadre du cours, elle est continue. Et elle se fonde aussi sur la progression dans la qualité des comptes rendus. Il dit c'est super intéressant par le premier et le dernier, après 3 ans, comme le disait tout à l'heure le conférencier, la progression elle est phénoménale. Alors pour conclure, ce que les étudiants disent, en fait, ces enseignants ont de très bons échos. Et alors les échos qui étaient plus mitigés, ils les ont chaque fois réexploités pour pouvoir améliorer. Dans le cas de Paula, comme je disais tout à l'heure, elle a vraiment resimplifié le dispositif. Ici au départ, dans le cadre du portfolio de Laurent, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Puis finalement, il s'est rendu compte que c'était chaotique. Et donc c'est lui qui a restructuré donc, sur base chaque fois des témoignages des étudiants. Voilà. Ça, on peut en discuter un peu plus tout à l'heure. Merci.